Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui participent pour la toute première fois à une dégustation virtuelle, je suis Julie Lemire du service des communications à la SAQ et je serai votre animatrice pour la soirée. Je suis extrêmement choyée d'animer en compagnie d'Albéric Bichot. Comme vous avez pu le constater, la vidéo d'introduction nous a fait rêver. En quelques images, nous avons pu saisir la finesse et le souci du détail de la maison Albert Bichot. Ce soir, nous en prendrons plus sur leur vin, leur domaine, mais surtout sur qui est Albéric Bichot, le plus québécois des Bourguignons. La maison fait affaire avec la SAQ depuis pratiquement les tout débuts de la création de la Régie des alcools. C'est un partenariat dont nous sommes très fiers et qui laissera sa marque dans le cadre de notre 100e anniversaire que nous soulignons cette année. Alors, voici maintenant le déroulement de la dégustation. Avant chaque service, je vais nommer le vin qui sera dégusté. De cette façon, vous pourrez vous servir un verre lorsque je nommerai le vin. Je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause cette dégustation à tout moment pour poursuivre à votre rythme quand bon vous semble. Les produits dégustés sont tous disponibles présentement dans SAQ.com. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le carnet virtuel. Après chaque description de produit, il va y avoir une période de questions. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions dès maintenant, à tout moment, au numéro qui apparaît à l'écran. Nous allons tenter de répondre dans la mesure du possible au plus grand nombre d'entre elles. Alors, sans plus tarder, voici notre invité d'honneur, Monsieur Bichot. Bienvenue et bonsoir. Et bonsoir, madame. Madame, vous êtes là. Nous, on s'est déjà rencontrés, notamment lors des événements de la Paulée de Montréal. Donc, si vous me permettez, je vais vous appeler Albéric. On a déjà un lien commun. Merci. Merci, ça me rassure. Parce que les messieurs Bichot, il y en a eu tellement, mon père, mon grand-père, son père, etc. Moi, j'essaye de me faire un prénom depuis quelques années, c'est pas facile. Moi, j'étais le hic de la famille à la naissance. Il y a les autres Albert et moi, le hic. Donc, Albéric. Voilà. Donc... Le seul et unique Albéric. je me permets de vous demander, comment allez-vous ce soir, Albéric? Ben, ça va très bien. Ici, c'est très calme. Les enfants sont couchés. Ma femme, normalement, doit dormir, donc tout va bien. Donc là, je suis très détendu. Mais je peux vous faire une confidence. En fait, quand j'ai su le nombre de personnes qui apparemment sont là, qui écoutent, oui. J'ai les mains moites. Je suis stressé. Tellement j'ai envie que ça se passe bien, qu'on passe un bon moment. Voilà. On est extrêmement choyés de vous avoir avec nous ce soir. C'est un plaisir de pouvoir passer 7h30, 1h45 en votre si agréable compagnie et de pouvoir déguster de certains de vos vins. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un honneur de vous avoir parmi nous. Et il y a zéro inquiétude. Les gens qui sont là ce soir vous aiment d'emblée. Ils veulent vous entendre. Ils veulent passer du temps avec vous. Donc, on y va sur une note très sympathique et on échange ensemble. Ça va être un succès, là, j'en suis assurée. Et d'ailleurs, si vous le permettez, Albéric, je ne sais pas si de votre côté, vous avez déjà un verre de vin, mais j'invite les gens à la maison à se servir dès maintenant un verre de Meursault pour agrémenter le plaisir que nous avons à vous écouter. Et vous êtes prêts, tout comme moi. Donc, santé à la maison, santé à vous, Albéric. Et on va débuter dès maintenant. J'ai une première question pour vous, Albéric. La maison Albert Bichot, c'est près de 200 ans d'histoire sur non moins de 6 générations. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire de famille? Ah, c'est effectivement, avant d'être une histoire d'entreprise, c'est vrai, c'est une histoire de famille. Le premier Bichot qu'on a recensé, c'était en 1210, après la bataille de Bouvines, vous voyez, en Bourgogne. Donc, ça fait quasiment 800 ans que de génération en génération, il y a des Bichots. Il y a même un tout petit village qui s'appelle Villebichot, à côté du château du Clos Vougeot. Enfin bref, mais sinon, la vraie histoire de la famille dans le vin, ça a commencé en 1831. Voilà, il s'appelait Bernard, il a eu un fils Hippolyte, puis après, il n'y a eu que des Albert. D'ailleurs, je voulais appeler mon fils Albert, mais ma femme n'a pas voulu, donc je l'ai appelé Hippolyte. Hippolyte Albert, voilà.
Mais voilà, ça a été bon. C'est difficile de résumer quasiment 2 siècles d'histoire de la maison, de la famille en 2 minutes. Mais voilà, une histoire de famille qui a traversé l'histoire, qui a traversé les guerres mondiales, qui a traversé le phylloxéra, voilà. Donc il y a eu des ascensions, des désastres. Vous voyez, par exemple, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on n'avait plus un pied de vigne. Comme c'était après le phylloxéra, mon arrière-grand-père avait reconstitué. Bref, c'est qu'à partir des années 50, fin des années 50, qu'on a commencé à reconstituer le domaine, d'abord à Beaune-Romanée, puis ensuite en Côte-de-Beaune. Et voilà, tout ça pour arriver à aujourd'hui, où là, la maison est toujours indépendante, familiale, parce que c'est la passion qu'on nous a transmise, et puis que moi aussi j'essaierai de transmettre aux suivants. Voilà l'histoire. Merci beaucoup pour ce court résumé très intéressant. Est-ce que vos enfants travaillent dans vos vignobles, dans les domaines? Est-ce qu'ils sont là pour la relève? Bon, en fait, pour vous dire une autre confidence, j'ai découvert mon corps très très tard, donc je suis un jeune vieux papa parce que mon aîné n'a que 17 ans et ma petite dernière a 10 ans. Donc ils ne travaillent pas encore. Parfait. Mais en revanche, ils sont là pendant les vendanges, sur les tables de tri. Voilà, on essaye pas d'inculquer, mais de transmettre le bonheur qui nous habite. De toute façon. C'est très bien. Il y a un partage, il y a des activités de famille là, qui sont vécues ensemble. Merci beaucoup pour ce court résumé de votre histoire. Et avant de passer à la dégustation officielle, si vous le voulez bien, on va maintenant prendre le temps d'écouter une capsule de ma collègue Julie Perrault, experte produit, pour mieux comprendre la hiérarchie des vins de Bourgogne. On se retrouve dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Alors, en guise de petite mise en bouche et comme complément d'information pour la soirée, mais j'avais envie de vous parler de la hiérarchie des vins bourguignons parce qu'on va se le dire, en Bourgogne, il n'y a pas juste le bouquet des vins qui est complexe, mais mieux on la comprend et plus on en tombe amoureux. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire un petit effort. Et pour ce faire, on va commencer avec l'image de cette pyramide qui représente fort bien la situation. Vous connaissez tous déjà le concept de l'appellation contrôlée. Pour un vin, c'est ce qui garantit le lieu précis de sa provenance et ça encadre aussi la façon dont il va être élaboré. Et tout ça part d'un cahier des charges très précis. Parmi les règles déterminantes, on va retrouver le choix du ou des cépages autorisés, le rendement à l'hectare maximal et parfois certaines obligations d'élevage avant la commercialisation. Et si la plupart des régions françaises s'en tiennent seulement à une appellation dite régionale, ou parfois on va voir quelques subdivisions sous-régionales, bien, en Bourgogne, on va retrouver jusqu'à 4 niveaux d'appellation. Et comme la pyramide le montre, plus on s'élève dans la hiérarchie, plus l'aire d'appellation est restreinte, plus l'encadrement va être sévère et plus le vin va se démarquer. Bien, en tout cas, ça, c'est sur papier. Le reste, bien, ça va se passer entre Dame Nature et les mains du vigneron. Et comme vous êtes amateur de Bourgogne, c'est important non seulement de comprendre cette hiérarchie-là, mais c'est aussi bien pratique de savoir repérer les différents niveaux quand on regarde soit une étiquette, une bouteille ou une carte des vins quand on est au restaurant. Je vous donne des exemples. Ici, à droite, vous avez la Bourgogne éclatée en 5 sous-régions. En haut, qui est même plus près de la Champagne que du reste de la Bourgogne, mais c'est Chablis. La plus au sud, et qui est en fait juste au nord du Beaujolais, mais qu'on ne voit pas ici, c'est le Mâconnais. Les sous-régions qui nous intéressent le plus pour ce soir, c'est la Côte-de-Beaune ici, qui forme ce qu'on appelle la Côte-d'Or avec la Côte-de-Nuit, mais aussi la Côte-Chalonnaise qui est juste en dessous. Et là, la hiérarchie va comme suit. Si j'affiche Bourgogne dans mon appellation d'origine, que ce soit simplement Bourgogne ou attaché à d'autres précisions, peu importe, s'il y a Bourgogne d'inscrit, mon vin se trouve en bas de la pyramide dans la hiérarchie. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment d'informations sur l'origine de mes cépages. Le cahier des charges va être moins restrictif. Or, je ne serai probablement pas devant un vin racé et criant de complexité, mais ça ne l'empêchera pas d'être fort honnête pour le prix. C'est juste qu'on va surtout être en type entrée de gamme. Pour avoir des vins qui vont manifester une identité beaucoup plus affirmée, il va falloir viser les niveaux supérieurs, à commencer par celui de mon deuxième niveau hiérarchique, qui se nomme appellation village. Exemple, je fais un zoom sur ma Côte-de-Beaune ici. D'ailleurs, la ville de Beaune en est vraiment le centre névralgique.
Et c'est aussi là qu'on va retrouver les fameux hospices avec leurs si jolis toits polychromes dont vous parlera M. Bichot très prochainement. Alors voilà, on les voit ici, les noms de nos villages. D'abord, Meursault, qui est à l'origine du vin que vous êtes en train de déguster et dont vous voyez le paysage magnifique en arrière-plan. Alors, si vous voyez uniquement le nom du village, rien d'autre sur l'étiquette, c'est que vous êtes au deuxième niveau de la hiérarchie. Un autre village que vous allez visiter dans votre verre ce soir, c'est Pommard, qui est situé un peu plus au nord et dont je vous montre un petit aperçu de ce qu'il a l'air à l'instant. Et j'attire votre attention sur la mention Clos des Ursulines, qui est ce qu'on appelle en Bourgogne un lieu-dit. Un lieu-dit, c'est un nom qu'on a donné à un endroit et c'est pas fait par hasard. Ce nom-là va avoir été inspiré il y a très longtemps, soit par une topographie particulière, ça peut être un événement historique ou le caractère des gens qui ont déjà habité les lieux. Alors ici, on fait référence au couvent des Ursulines qui ont été les premières propriétaires du domaine. Je veux vous montrer un troisième village pour aller un peu plus loin dans mes explications et c'est celui d'Allos-Corton. Dans toute l'ère d'appellation village, avec le temps, on a été capable d'identifier certains endroits où les vins produits se démarquent encore plus qualitativement. Et on sait tous que la Bourgogne est assez championne pour sa mosaïque de parcelles. C'est un vignoble qui est vraiment très morcelé. Or, on a identifié ces terroirs spécifiques et c'est ce qu'on appelle en Bourgogne des climats. Là, je fais une petite parenthèse parce que c'est vraiment le terme à utiliser pour les désigner. Ce n'est pas une question de température ou de météo. Bon, ces climats sont ce qu'on appelle les premiers crus. Et le nom de ces premiers crus, qui désigne encore une origine qualitative, et une typicité supplémentaire, elle va toujours être rattachée au nom du village où il se trouve. Les premiers crus représentent donc le troisième niveau de ma hiérarchie dans ma pyramide. Sachez dès lors que ce ne sont pas tous les villages qui abritent des premiers crus, mais parmi ceux qui en ont, certains vont abriter également le niveau ultime de la hiérarchie bourguignonne. Et là, ce sont les grands crus. Ce sont encore une fois des climats, donc des parcelles reconnues qualitativement, mais en plus, c'est qu'on leur octroie vraiment une suprématie hiérarchique. Or, le climat, le nom du climat lui-même devient l'appellation d'origine contrôlée et il vient se détacher complètement du nom de la commune d'origine. C'est le cas avec le Grand Cru Corton que vous voyez à droite. Ça peut être un peu déroutant parce que ça nous donne moins de repères, mais sachez qu'il ne sera pas rare de retrouver le nom des climats Grand Cru dans celui du village qui l'abrite, en fait. Or, les liens vont être un peu plus intuitifs. Pardon. On le voit ici avec le Grand Cru Corton, mais ça serait la même chose pour le Grand Cru Montrachet qui chevauche les villages de Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet en Côte-de-Beaune également. J'espère que c'est un peu plus clair et je sais que pour nous, de l'extérieur, ce serait tellement plus simple si on savait exactement où se trouvaient les régions et les villages. On va se dire c'est assurément plus facile de situer Laval, Verdun ou Brossard, quoique pas mal moins bucolique. Mais tiens, en guise de conclusion ou révision, mais aussi pour vous donner une idée de grandeur, je vous montre de quoi pourrait avoir l'air la hiérarchie bourguignonne si, oui, un jour, on décide de faire du vin dans le quartier Rosemont. Mon appellation régionale serait Montréal, puis Rosemont tout court pourrait représenter, mon deuxième niveau hiérarchique. Mes raisins viendraient de n'importe où sur ma carte, mais si à Rosemont-Est, pour quelque raison que ce soit, on a des conditions qui permettent aux raisins d'amener un petit quelque chose de plus à mon vin. Par exemple, ça pourrait être un sous-sol plus calcaire ou un relief plus en coteaux qui permettrait un meilleur ensoleillement, exemple. Je pourrais faire du Rosemont premier cru et nommer précisément de quelle parcelle proviendraient mes raisins. Et là, je me suis inspirée du nom d'un parc pour ce Rosemont premier cru, et c'est le parc Étienne de Marteau. Donc, j'aurais Rosemont premier cru Étienne de Marteau, comme ceci, ici. Mais je vais encore avoir le nom de mon village de rattaché. Et là, je suis évidemment au troisième niveau hiérarchique. Mais si j'ai un climat qui se distingue vraiment des autres et qu'on veut le reconnaître comme étant une appellation d'origine à part entière, c'est là que le parc Maisonneuve
ici, par exemple, pourrait symboliser mon grand cru et c'est son nom qui serait identifié et ne serait plus rattaché à mon village Rosemont. Et pour ce qui est de l'idée de grandeur, bien, sachez que le parc Maisonneuve et le Grand Cru Corton sont à quelques hectares près équivalents. Alors voilà, la table est mise. Profitez bien de votre soirée. Nous, on se retrouve à la période de questions. Merci beaucoup, Julie, pour cette capsule fort instructive. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer officiellement la dégustation avec le premier vin, le domaine du pavillon Meursault 2018. Alors, Albéric, si vous pouvez, dans un premier temps, nous parler du domaine et ensuite nous donner un peu plus d'informations sur ce vin. Nous vous écoutons. Oui, donc ça, c'est le domaine du pavillon. Alors, pour bien comprendre comment on est organisé chez Albert Bichot, parce que c'est c'est un modèle assez unique qu'on a développé depuis une cinquantaine d'années, depuis qu'on a racheté des vignes, c'est que peu à peu, que ce soit à Chablis, en Côte-de-Nuit, en Côte-de-Beaune, on a pu racheter quelques parcelles avec une cuverie, avec des caves, etc., etc. Donc aujourd'hui, Albert Bichot, c'est plus un ensemble de domaines. Vous voyez, on les goûtera pas tous ce soir, on le sait, mais on commence à Chablis avec le domaine Longue de Paquis, où il y a notamment le fameux Grand Cru La Moutonne, et puis d'autres grands crus et des premiers crus. La Côte-de-Nuit, pour nous, s'appelle le domaine du Clos-Frantin. Là, il y a des grands crus comme les Chezeaux, le Clos Vougeot, le Vosne-Romanée premier cru Malconsort. Bref, il y a une quinzaine d'appellations. Et puis pour la Côte-de-Beaune, ça s'appelle le domaine du Pavillon. Donc c'est essentiellement ça qu'on va goûter ce soir, avec le Meursault et puis le Pommard. Et puis plus au sud, on a le domaine Adélie dont on parlera plus tard, et puis un autre petit domaine qu'on a à Moulin-Vent. Donc voilà, tous nos vins, bien sûr, ils sont signés, et je tiens à ce qu'on les signe Albert Bichot, mais pour conserver l'histoire, l'authenticité, et puis essayer d'expliquer aux amateurs, aux consommateurs, comment on est organisé. Voilà, chaque, on va dire, sous-région de Bourgogne, on a notre outil de travail, notre équipe dédiée, notre œnologue, notre chef de culture. Voilà, on n'est pas une maison de vin avec un wine gourou qui va faire tous les vins avec ses petits bras musclés. Non, c'est vraiment un travail de 6 équipes différentes. Et là, donc, le domaine de Pavillon, c'est uniquement la Côte-de-Beaune. Alors, le siège du domaine est à Pommard. C'est là où j'habite. On en parlera peut-être tout à l'heure. On y fait à la fois des pinots noirs, donc des vins rouges, et puis quelques vins de chardonnay. Et c'est pour ça que ce soir, on a le Meursault. Meursault, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des 3 fameux villages de la côte des Blancs, hein, qui est un petit peu au sud de Beaune. Les 2 autres villages, c'est Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, et puis Meursault. Meursault, c'est peut-être le plus emblématique parce que il y a beaucoup de premiers crus, il y a beaucoup de petits lots de Meursault comme celui-ci. Et là, on y fait des vins, je vais les appeler des Meursault. C'est-à-dire que chaque appellation, chaque terroir a sa personnalité, a son identité. Et c'est ça qu'on va essayer de révéler dans chaque bouteille, dans chaque verre. Alors là, c'est un Meursault village qui est positionné à la lisière du village de Volnay et du village de Meursault. On n'est pas très loin de certains très beaux premiers crus. C'est 4 parcelles qu'on a pu acquérir, qui ne sont pas toutes les unes à côté des autres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 parcelles qui sont un petit peu plus en altitude, avec un petit peu plus de calcaire, donc plus de minéralité, plus de précision. Et puis 2 autres parcelles un peu plus en bas de coteau qui vont pouvoir donner, grâce à des terroirs un petit peu plus argileux, un peu plus profonds, on va dire de la puissance. Et là, si on le goûte, j'espère que vous êtes tous bien assis, confortablement, dans votre chalet, votre appartement, je ne sais pas où vous êtes et avec qui vous êtes, mais en tout cas, profitez bien. Déjà à l'ouverture, vous avez pu voir une fois que vous l'avez versé dans le verre, on a déjà une très belle couleur. On appelle ça chez nous la couleur dorée du chardonnay. Alors doré, ça ne veut pas dire orange ou un jaune profond. C'est juste que ça a des reflets dorés. Alors c'est un 2018, donc encore assez jeune. Mais déjà, si vous le faites tourner dans votre verre, on voit déjà qu'il a
qu'il a beaucoup de gras, il y a les larmes qui coulent le long du verre, des larmes qui vont, j'espère, nous faire pleurer de bonheur. Après, je peux vous dire ce que moi je sens, mais c'est peut-être pas forcément ce que vous allez sentir. En tout cas, moi ce soir, je dis ce soir parce que d'un jour à l'autre, selon la lune, selon qu'on on est bien luné, que bon, on goûte pas forcément de la même manière. Mais en tout cas là, ce soir, bon, j'ai attaqué la bouteille il y a déjà une petite heure. Il s'est bien ouvert, mais il en reste encore un peu. Je veux pas vous faire croire que j'ai bu toute la bouteille. Non, il y a déjà des petits arômes je dirais de petites noisettes grillées, un petit grillé comme ça discret, et puis des notes de fleurs blanches assez élégantes, des petits fruits légers, un petit peu d'abricot sec. L'abricot sec, c'est toujours bon signe pour un vin de Bourgogne. Ça veut dire que déjà il y a du fruit, mais surtout qu'il va y avoir de la longueur et de la précision. Je le goûte, hein. Je vais arrêter de parler pendant une seconde. Normalement, je suis habitué à cracher, mais là je crache pas. C'est peut-être l'heure, et puis c'est surtout que c'est quand même un grand plaisir. Il y a un très beau volume en bouche. Il y a même des petites notes de brioche. Vous voyez la brioche chaude, mais avec une belle finale, malgré tout assez minérale. Et c'est ça que à titre personnel, j'aime vraiment dans le Meursault. Il y a de la rondeur, c'est comme ça vous enveloppe. Et puis à la fin, on va dire, bim, c'est bien droit. Ça coule tout droit, vous voyez. Et puis, je ne sais pas si vous sentez un petit peu déjà de chaleur, des petits picotements au bout des doigts. Ça veut dire que le vin, il commence à vous envelopper, à vous pénétrer. Et puis, très souvent, moi, ça m'arrive, un premier verre comme ça appelle un deuxième verre. C'est un peu ça qui m'inquiète, mais je vais quand même le regoûter. Voilà, c'est ça, c'est Meursault, c'est le village que je vois depuis ma chambre, j'avoue, à Pommard, même si j'ai vu sur le clos des Ursulines de Pommard, mais un petit peu plus loin, à 1,5 km, voilà, il y a ce village de Volnay, et puis je vois le clocher de Meursault qui pointe au loin. C'est assez amusant de boire un paysage. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans les Bourgognes, c'est que c'est pas juste stricto sensus le vin qu'on va, je sais pas, découper comme ça d'une manière mécanique. Non, c'est tout l'imaginaire qu'on a avec. Je sais pas, sans faire de mauvais parallèles, quand je bois un vin je sais pas, du Piémont, ben je ferme les yeux et puis voilà, j'y suis, je vois le domaine, je vois l'allée des cyprès, et puis j'ai rencontré Giorgio qui m'a dit des choses. Et ben tout ça, ça va faire que le vin, il va avoir un autre goût. Il y avait un grand dégustateur, un grand maître du vin en France qui s'appelait Jacques Puzet. Il disait le vin, c'est le tas de cailloux là où il pousse, et puis c'est la gueule du gars qui l'a fait. Et je crois que c'est un peu le message que j'ai envie de vous donner ce soir. C'est vrai pour les Bourgognes, mais je crois que c'est vrai pour tout. C'est qu'il n'y a rien de scientifique, tout ça est empirique. Si vous buvez une très grande bouteille avec votre pire ennemi, ou vous venez de vous faire engueuler par votre conjoint, le vin, il aura peut-être eu un autre goût, alors que dans un autre contexte, ça va être complètement différent. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le vin, c'est que on se détend, il n'y a pas de problème, entre guillemets, c'est que du vin. Et ce qui est sympa, c'est chacun d'apporter son appréciation, son plaisir, et puis de vouloir regoûter, puis d'attendre encore un an, et puis de recommencer. Et c'est jamais fini. Et c'est ça qui est extra dans ce métier. Enfin, c'est même plus un métier, c'est une passion, c'est une vie. Mais voilà, chaque jour est différent, chaque bouteille est différente. Et faut me couper si je parle trop, non, Madame Julie. Ça va? Ça va très bien. Si vous avez autre chose à ajouter, là, allez-y, vous avez amplement le temps. D'accord, non. Après, le vin, il peut se boire tout seul, là, comme je le fais, mais c'est en apéritif. Mais c'est encore mieux quand il y a le plat qui va avec, la gastronomie, l'ambiance, on s'assoit, on est bien, on prend son temps, on partage. Et là, comme j'ai un petit peu d'expérience du Québec, je suis venu un bon paquet de fois, plus d'une trentaine de fois.
J'ai pas mal d'amis qui m'ont emmené dans des restaurants, qui m'ont invité chez eux, qui m'ont fait découvrir des plats typiques ou des plats vraiment québécois ou du gibier québécois, des poissons québécois, enfin bref. Et là, j'ai regardé un petit peu parce que j'écris beaucoup, je me prends plein de notes et je me souviens avoir bu, alors c'était pas ce morceau-là en particulier de cette année-là, mais on avait goûté avec, il s'appelle François, la personne à qui je pense, et il m'avait fait goûter trois poissons différents, des poissons du Saint-Laurent, qui étaient, c'était du flétan de Gaspésie, des filets de Baudroie, je ne sais pas si ça vous parle, et puis des filets de plie grise. Il avait fait trois préparations différentes avec des petits légumes, un autre avec des épinards, et puis un autre c'était plus avec des algues, si je me souviens, c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, quand j'entends parler des poissons, des eaux froides du Saint-Laurent, ben, je me dis que ça irait très bien avec le meursault. Voilà. Et puis ça peut aller aussi même avec des fromages. Faut pas hésiter. Ce genre de vin avec des fromages, mais pas trop forts. Autant un vin rouge, ça pourrait le supporter, mais un blanc, voilà. Fromage pas trop fort, mais ils peuvent être quand même un petit peu relevés, malgré tout. Parfait. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et si vous le voulez bien, on débuterait une première période de questions. Oui, bonsoir. Oui. Bien, en effet, l'intérêt est définitivement palpable. Écoutez, la messagerie se remplit à bon rythme. Et avant d'y aller avec la première question, moi, je voulais vraiment revenir sur ce que vous avez dit, boire un paysage, et je trouve ça tout à fait charmant. Ça veut tout dire et ça nous fait même oublier la situation dans laquelle nous vivons actuellement. Et je vais y aller avec une première question. On aimerait savoir combien de domaines vous possédez. Donc, on a la chance, le privilège de posséder 6 domaines. 6 domaines, parfait, génial. Voilà. Et une question peut-être un peu plus technique, je l'adore particulièrement. On me dit, on sait que les blancs en Bourgogne, depuis les années 90, se conservent peut-être un peu moins longtemps. Moi, j'ajouterais, est-ce que peut-être vous avez une indication par rapport à ça ou la raison qui explique ça, mais on veut surtout savoir, vous voyez comment les potentiels de garde pour ce meursault, et en général, l'appellation meursault, on peut prétendre que ça peut se conserver pendant combien d'années? Oui, alors ça va dépendre bien sûr du goût de chacun. Il y en a qui préfèrent les vins jeunes, d'autres déjà plus avancés, mais on va dire qu'un meursault de cette qualité, ça peut durer 15 ans, 20 ans sans aucun problème. Alors c'est vrai qu'il y a eu, à la fin des années 90, il y a eu des problèmes on appelait ça le prémox. C'était des oxydations comme ça qui étaient là, on ne comprenait pas trop pourquoi. Est-ce que c'était à cause du pressurage, à cause du temps, de la climatologie, de plein de choses, du bouchage, enfin du type de bouchon qu'on utilisait, des problèmes de liège. Enfin, on n'a jamais résolu complètement cette quadrature du cercle parce qu'on ne peut pas tout comprendre dans le vin. Il y a plus de 240 éléments chimiques différents. Bref, toujours est-il qu'on va dire que cette période des oxydations prématurées a quasiment disparu parce qu'on fait des vinifications beaucoup plus précises. Et puis, je crois que la qualité du bouchage a beaucoup changé. On a trouvé maintenant des bouchons beaucoup plus hermétiques, tout en laissant passer quand même l'air pour que le vin puisse tranquillement vieillir. Mais honnêtement, maintenant, nous, chez Albert Bichot, en plus, on est passé à un bouchon qu'on appelle technologique. Enfin, il n'a pas grand-chose de technologique parce que c'est du liège, mais qui ont été traités avec des choses très naturelles. Et il n'y a plus de goût de bouchon. Et on voit qu'il y a une régularité maintenant. Donc, en toute confiance, on peut ouvrir nos vins sans problème. Sans problème. Génial, merci beaucoup. J'ai une autre question ici. Quelqu'un nous dit, vous qui êtes un grand globe-trotteur et avez visité tant d'endroits, quel serait votre deuxième choix pour y installer un vignoble après votre Bourgogne chérie? Aïe. Mais je crois que j'aimerais bien, sans vouloir passer la pommade, je crois que j'aimerais bien aller au Québec. Oh. Moi, je vous confirme que vous êtes bienvenu. Je dis pas ça pour polir les chaussures. Mais j'ai toujours dit, depuis la première fois où je suis venu au Québec, quand j'avais 18 ans, si un jour, pour X raisons, je dois quitter, c'est au Québec que j'irai. Alors, je pourrais vous raconter
tellement d'histoires sur le Québec que j'aime, des rencontres incroyables, des gens incroyables. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, j'étais venu pour travailler, etc. Et j'étais allé visiter, mon ami François Le Brasseur m'avait emmené voir un producteur, pas très loin de Montréal. Et c'était passionnant de voir les expérimentations, voir comment l'hiver, on arrive à protéger les cèpes. Et peut-être que le réchauffement climatique, ça va peut-être aider à faire encore plus de grands vins là-bas. Donc ce serait une expérience fantastique, c'est sûr. Mais comme je vous le répète encore, vous êtes assurément bienvenue chez nous. Et Albéric, on a appris que vous veniez tout juste d'être élu à la tête de l'Union des maisons de vin de Bourgogne, ce qui est tout un honneur et on vous félicite. Mais on aimerait que vous nous disiez en quelques mots, premièrement, en quoi ça consiste comme regroupement, mais aussi quels seront les premiers défis auxquels vous allez vouloir vous attaquer une fois en poste. Vous me gênez. Non, en fait, c'est la Fédération des maisons de vin de Bourgogne qui existe depuis 1856, vous imaginez. Et il cherchait un président. Il y avait tellement de candidats qu'il n'y avait que moi, donc ça n'a pas été compliqué pour être élu. On est à peu près une petite centaine de maisons. Donc c'est des maisons, c'est ce qu'on appelle les négociants traditionnels. Négociant, ça veut dire aujourd'hui quelque chose de très différent du passé, parce que les négociants sont propriétaires de vignes de plus en plus, les vignerons sont de plus en plus négociants. Bon, enfin bref, tout ça c'est notre cuisine interne, mais cette fédération est là pour défendre les intérêts de la filière au niveau français, au niveau européen, sur j'allais dire, l'estrade internationale. Vous voyez, quand il y a eu les taxes américaines, les Trump taxes, là, tout ça. Donc, on s'est battu, on a essayé de crier très fort pour expliquer notre désarroi. Enfin, bon, voilà. C'est un espèce de mini-lobby, mais pour le bien-être des Bourguignons, en tout cas. D'accord, merci. J'ai vu... si vous me parliez des grands enjeux. Oui. Les grands enjeux, au moins, s'il y a un grand enjeu que je veux mettre... pour les quelques années qui sont devant moi pour cette présidence, c'est avant tout ce qu'on appelle chez nous en France le RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, dans le monde du vin, ça veut dire la préservation de l'environnement, la préservation de ceux qui travaillent dans les vignes, des touristes qui viennent dans les vignes. Donc, par là, je veux parler je vais essayer à ma petite échelle de promouvoir la réflexion sur des modes de culture différents. Nous, chez Albert Bichot, on est passé à la culture biologique pour la plupart de nos domaines depuis déjà presque 10 ans. Et voilà, c'est une expérience que j'ai envie de faire partager à mes confrères, à mes amis, qu'ils soient viticulteurs, négociants, peu importe. Aujourd'hui, la Bourgogne, c'est un peu moins de 10% des terres qui sont certifiées en bio. Et j'espère que notre expérience va pouvoir servir à d'autres pour nourrir la réflexion et puis montrer que c'est possible, même si on est assez au nord en France, parce que c'est plus facile de faire du bio dans le sud de France où il y a moins de maladies, moins de problèmes. Sous nos latitudes, c'est plus compliqué, mais c'est possible, c'est faisable. Et puis on bosse pour les générations futures. Il y a une phrase de Saint-Exupéry qu'on reprend à notre compte en Bourgogne, c'est de dire on n'hérite pas la terre de ses parents, mais on l'emprunte à nos enfants. Donc on est des dépositaires, on est des passeurs, et on a une responsabilité et des devoirs devant l'histoire. Ce qu'on nous a légué, c'est merveilleux, mais il faut aussi transmettre. Et c'est ça qui nourrit la plupart des familles et des vignerons bourguignons. Génial, excellent complément, merci. J'ai le temps pour une dernière question. On nous demande, dans les 10 dernières années, quel a été pour vous le meilleur millésime en Meursault, en prenant en compte l'évolution? Donc, ce que je comprends, c'est que on veut savoir comment vous l'avez constaté personnellement. Alors, c'est toujours compliqué de dire le meilleur millésime, parce que chaque millésime a ses particularités, son identité, mais à titre vraiment personnel, c'est le 2014. Pour moi, 2014, dans cette décennie des 2010, c'est pour moi le plus grand millésime de blanc en termes de précision du terroir, tout ressort. J'en ai regoûté il y a encore pas très longtemps.
j'allais dire, c'est la perfection. C'est jamais parfait parce on est toujours à se remettre en question. Mais voilà, c'est précis, c'est ciselé, ça vous enrobe en même temps. Enfin, c'est top. Mais je crois que le meilleur millésime, c'est quand même le prochain. On dit toujours, c'est le meilleur millésime, ce sera le prochain. Voilà. Toujours dans le positivisme. Merci beaucoup, Oui, Monsieur Bichot. Ça démarre fort. Et je dois, par contre, donner la parole à la régie pour la suite. Alors, Julie, c'est à toi. Merci infiniment. Donc, nous sommes rendus à la dégustation du deuxième vin, toujours du domaine du Pavillon. Alors, cette fois-ci, c'est le Pommard Clos des Ursulines 2018. Albéric, la parole est à vous pour nous parler de ce vin. Alors, ce Pommard, ben voilà, c'est du vrai Pommard. C'est un petit clos qui s'appelle le Clos des Ursulines. Bon, c'est parce que ça appartenait à un monastère comment dire, un couvent de nonnes qui s'appelait les Ursulines à Beaune. Il y avait les Ursules qui avaient d'autres vignes à Beaune, ils étaient à Beaune, et puis les Ursulines étaient à Pommard. Alors, est-ce qu'il y avait des échanges entre les deux? Je ne sais pas. On ne veut pas savoir s'ils ont eu des enfants ou pas. Mais en tout cas, voilà, le Clos des Ursulines, c'est toute une histoire. C'est 250 ans d'histoire. La vigne a été plantée, les premières vignes dans le clos existaient il y a 250 ans. Aujourd'hui, la vigne a un petit peu plus de 40 ans d'âge moyen. Ça représente une surface totale de un petit peu moins de 4 hectares. Alors les plus anciennes ont 70 ans, les plus jeunes ont 15 ans, et puis on essaye de renouveler comme ça tous les 5 ans, tous les 10 ans, pour garder cet âge moyen de 40 ans. Alors c'est une vigne qu'on avait reprise, qu'on a achetée en 2013, et ça a été, je dis toujours, c'est mon vin de combat. Parce que quand on a repris la vigne, c'était tassé, elle était même pas labourée, c'était pas cultivé. Enfin, c'était vraiment l'ancienne technique pour entretenir les vignes. On passait du désherbant, il y a des produits, des herbicides, des insecticides, enfin bref. Et aujourd'hui, quand je vois la vigne, donc c'était une des premières vignes qu'on a transformée en culture biologique. Bah, aujourd'hui, on voit, elle respire, il y a des mauvaises herbes, mais tant mieux. Il y a des petites bébêtes partout, on prend la bêche, on retourne 20 cm de terre, c'est plein de vers de terre, voilà, c'est une terre qui vit. Et pour avoir un vin comme celui-là, un vin vivant, un vin vibrant, bah, si la terre est morte, ça ne marchera jamais. C'est un peu compliqué à expliquer, parce que c'est compliqué à comprendre, mais la vigne, le fruit de la vigne, c'est vraiment la somme de l'interaction entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sous nos pieds. Il faut une vigne qui respire, les feuilles vont prendre plein de choses, les racines vont absorber plein de choses, et à la fin, ça va faire le fruit, le fruit parfait. Ça va faire un fruit, et c'est avec celui-là qu'on fera le vin. Si le fruit à la base est pas terrible, on peut être le meilleur énologue de la terre, on fera jamais un bon vin. Donc d'abord 90% du travail, c'est le travail de la vigne pour faire du bon raisin. Et voilà, ce Clos des Ursulines. Alors c'est amusant parce que c'est un pommard qui défie un petit peu tout ce qu'on a un peu dans l'inconscience, qu'on a pu entendre, mais c'est peut-être du passé, je suis peut-être un peu vieux pour le dire, mais on pense souvent, ah ouais, Pommard, c'est des vins costauds, c'est tannique, c'est un peu rustique. Or, toutes les nouvelles générations de vignerons dont je fais partie, on essaye de faire des pommards un peu plus accessibles, plus ronds, plus soyeux, tout en ayant bien sûr la puissance. Et celui-là est particulier parce que c'est quasiment la dernière vigne de Pommard avant d'arriver à Volnay. Tout le côté Pommard au nord, c'est-à-dire côté Beaune, c'est des vins effectivement assez puissants. Mais ils sont très bons aussi. Il y a des très grands, il y a plein de premiers crus par là. Mais à la fin de ce village de Pommard, avant Volnay, il y a le Clos des Ursulines, il y a le Pommard rugien, ce qui est pas loin. On dit que ce sont des vignes qui regardent Volnay. Et ce village de Volnay est plus connu pour faire des vins un petit peu plus aériens, plus dans l'élégance, dans la complexité, un petit peu de la dentelle. Et ce Pommard-là, pour moi, c'est un mélange entre une belle corpulence et puis en même temps beaucoup de finesse. On va le goûter quand même.
Ouais, on sent que c'est un vin qui est tannique, mais des tanins assez souples, assez ronds. 2018, c'était une année pour nous merveilleuse parce qu'elle venait après 2017, 2016, 2014 où on avait souffert du gel, de la grêle, on avait fait des toutes petites récoltes. Et 2018, ça a été une année, je ne veux pas dire l'année rêvée, mais un peu quand même parce qu'il y avait à la fois la qualité intrinsèque du raisin de ce millésime, mais aussi il y avait un volume, on va dire, un peu plus correct. Bon, là, on était à 40 hectolitres par hectare, c'est-à-dire à peu près 5000 bouteilles par hectare. Sur un hectare, il y a 10 000 pieds. Il y a une densité de plantation en Bourgogne qui est d'ailleurs réglementaire. C'est, à minima, c'est 10 000 pieds sur un hectare. Ça veut dire que sur 1 mètre carré, vous avez 4 pieds. Et on compte à peu près 2 pieds pour faire une bouteille de vin. Sur chaque pied, il y a entre 5 et 7 grappes de raisin. Donc, vous voyez le boulot que c'est pour faire une bouteille. Et encore une petite précision, c'est que la cuverie du domaine du Pavillon, elle est là à Pommard, au Clos des Ursulines. Donc quand on parle des circuits courts, là je peux vous dire, on ne peut pas faire plus court. On prend son sécateur et sa hotte et sa caisse percée, on va couper, on la met sur la table de tri qui est à 100 mètres, ça coule directement par gravité dans les grappoirs, si on est grappe ou pas, et puis ensuite c'est coulé directement dans le fût et qui est au fond de la cave. Donc là, on peut pas faire plus court. Ce qu'on aime dans notre vision, ce qui nous motive, c'est le fait d'avoir comme ça chacun de nos domaines là où le raisin pousse. On n'aime pas transporter les raisins sur des kilomètres parce que le pinot noir est tellement fragile que le moins on le touche, il faut vraiment préserver l'intégrité du fruit. Et là, c'est le cas le plus parfait. Moi, je l'ai jardin parce que c'est mon jardin. On n'a pas beaucoup de pelouse ou de gazon, parce qu'à ce prix-là, je ne peux pas mettre trop de carottes, mais en tout cas, voilà, c'est notre jardin. Voilà. Et pour vous, Albéric, ce vin-là, Accord Vins et Mets, ça serait quoi pour Albéric Bichot, le summum du bonheur? Alors déjà, c'est la personne avec qui je vais être, ou les amis avec qui je vais être. Et puis ensuite, là aussi, si je repense un peu à... Parce que je peux vous donner des plats bourguignons, je vais vous dire ça va très bien avec je sais pas, un pâté en croûte de chez Isabelle Moron. Isabelle, c'est la bouchère de Pommard qui fait peut-être le meilleur jambon persillé de la planète. Bon, mais si je me réfère un petit peu à ce que j'ai pu goûter au Québec, je me souviens de tourtière. Alors, c'est une tourtière, c'était pas vraiment à base de gibier, c'était une tourtière de bœuf avec une jolie sauce. Ça allait bien. Ou certains fromages, des fromages des cantons de l'Est. Je me souviens des super fromages assez secs comme ça. Que j'avais bien, j'aimais bien aussi. Je me souviens je sais plus le nom, c'était dans une abbaye, l'abbaye d'Oka peut-être. Oui, ça se peut. Où on fait des fromages. Oui, tout à fait. Et là, c'était une pâte plutôt molle, je crois. Et là, j'étais avec un ami qui s'appelle Alain. Je ne citerai pas son nom parce que si ça se trouve, il est là. Donc Alain, si tu te souviens, voilà, on avait bu un Pommard avec un fromage d'Oka. C'est très bien. C'est vraiment agréable de visiter vos souvenirs. Et si vous le voulez bien, nous avons reçu d'autres questions pour vous. Alors, en voici une première. Oui, bien, rebonsoir. Une première très rapide, et là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a préparé son curriculum vitae, mais on demande combien vous avez d'employés. Beaucoup trop. Non, au global, on est un petit peu moins de 200 personnes. Mais parce qu'il il faut du monde. On compte que pour une personne dans la vigne peut s'occuper, si vraiment on veut bien s'en occuper, c'est 2 hectares et demi, pas plus. C'est un travail tellement manuel, tellement peu mécanisé. Et d'ailleurs, plus on a fait du bio, moins c'est mécanisé. On reprend la bêche. On a des vignes qui sont un petit peu en coteau ou en terrasse où il n'y a plus de tracteurs. Donc là, on passe les chevaux. Donc il faut du monde. Et puis, il faut aussi du monde compétent pour élever les vins. C'est pas le tout de le fabriquer, entre guillemets, de le vinifier. Mais après, le soin qu'on va apporter pendant 12 mois, 16 mois, 18 mois, voire 20 mois d'élevage,
il faut tous les mois aller goûter chaque fût. Il faut le houiller, comme on dit. Houiller, ça veut dire juste le remplir au ras de la bande du dessus pour pas qu'il y ait d'oxydation. Et puis voilà, on le goûte. Puis après, on va faire nos assemblages. Non pas qu'on mélange des vins, mais c'est que, par exemple, sur le pommard, on va pas mettre que des fûts neufs, parce que le fût neuf prendra beaucoup trop d'empreintes sur les vins. Mais on va mettre 20% de fûts neufs, 30% de fûts qui ont déjà vu pendant 1 an ou 2 ans un autre vin. Pour les blancs, on peut faire un assemblage de vins en cuve inox et puis de vins en petit fût ou en grand fût. Bref, il y a tout ce travail qui prend beaucoup de temps et donc qui nécessite, j'allais dire, c'est pas de la main-d'œuvre, parce que c'est pas que de la main-d'œuvre, c'est de la main-d'œuvre, c'est de l'implication, c'est de l'intelligence. Donc voilà, tout ça, ça fait du monde dans les vignes, dans les caves. Voilà, et puis plus on est de fous, plus on partage notre bonheur et notre passion. C'est une très jolie façon de répondre et en même temps, ça nous fait prendre conscience de tout le travail qu'il y a derrière chacune de vos cuvées. Alors, je vais poursuivre. Je vais en avoir une un peu plus sérieuse, mais je tiens quand même à mentionner qu'il y a Louis qui signe votre admirateur et qui mentionne que le vin blanc est exquis. Mais sinon, je vais passer à une question à propos du terroir de Pommard. On aimerait connaître peut-être s'il y a des distinctions à retenir en comparaison avec les autres villages de la Côte-de-Beaune. Oui, alors là, c'est la question qui tue, entre guillemets, parce que le sol bourguignon, le sous-sol bourguignon, c'est le résultat de millions d'années d'histoire géologique. Je ne vais pas faire un cours de géologie, ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, avec la poussée des Alpes, avec les chamboulements, avec les plaques qui se sont, les éboulis, les fractures géologiques, tout ça a façonné le terroir. Et si bien que ça paraît incroyable, mais d'une parcelle à l'autre, si on fait une analyse de sol, un carottage, c'est pas la peine de descendre à 20 mètres, mais déjà sur 3 ou 4 mètres, on va voir que c'est pas pareil. Et Pommard, alors là aussi, il y a Pommard et Pommard. Il y a certains premiers crus où il va y avoir beaucoup plus de calcaire, des Pommards villages type le Clos des Ursulines, où là, il n'y a quasiment pas de calcaire, c'est essentiellement des terres assez profondes, argileuses, mais avec des limons qui ont été apportés à telle époque. C'est incroyable, c'est un vrai métier que d'être géologue ici. On n'a pas beaucoup d'appellations en Bourgogne. On l'a vu tout à l'heure dans la capsule, il y a à peu près une centaine d'appellations. Mais imaginez qu'il y a plus de 1240 climats. Il y a 1240 vins différents en Bourgogne. Et c'est ça que l'UNESCO a classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est comment cette viticulture de terroir est un modèle unique sur la planète. C'est 2000 ans d'histoire de comment les hommes aussi ont façonné la terre. On remontait la terre, on fait des clos, on enlevait les pierres, on fait des murs, on déboisait, on reboisait. Enfin bref, et tout ça depuis, de 2000 ans, depuis que les Romains étaient là, mais aussi surtout la présence des moines au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, XIVe siècle. Et c'est ça qui est inimitable et qui est complètement incroyable en Bourgogne. Un type qui ferait des études de marketing, qui dit il faut que je lance des nouveaux vins sur une aussi petite région que la Bourgogne, parce que c'est tout petit, c'est moins de 1% des vins français. Et là, il faut quand même être fou pour créer 1200 vins différents. Eh ben non, c'est juste la réalité. Et alors on se dit, mais ils sont fous, c'est n'importe quoi, ou ils nous racontent des bêtises. Eh ben, il suffit les incrédules venez, et même ceux qui y croient venez. Je vous emmènerai dans un clos à Los-Corton qui s'appelle le Clos des Marais Chaudes. C'est un petit clos qui fait 2 hectares. Et là-dedans, c'est le seul clos en Bourgogne, donc au monde, où vous avez 1,5 hectare, c'est du premier cru, et puis 1,5 hectare, c'est du grand cru. Alors on se dit, mais ils sont fous. Et ben en fait, non. Quand on va dans la vigne, on voit déjà la topographie est un petit peu différente, la couleur de la terre est un peu différente. Christophe Chauvel, qui s'occupe de nos vignes là, en Côte-de-Beaune, entre autres, et il me raconte toujours, et on va ensemble à la vigne, et quand on passe la charrue, ben on voit que ça ne fait pas le même bruit.
dès qu'on arrive en haut du coteau, où on arrive sur le Grand Cru, on dit que la charrue, elle grogne. La charrue grogne. Ça veut dire que elle arrache un petit peu la roche-mère. On sent que c'est beaucoup plus calcaire. Et ben voilà. Et pourtant, c'est quasiment le même carré. Et si on goûte, on prend 2 verres, le même vin, la même année, vendangé que le même jour, les mêmes rendements. Il n'y a pas besoin d'être expert pour voir que ça goûte différemment. C'est incroyable. Et c'est ça qui est magique en Bourgogne. Et c'est ça qu'on essaye de, pas d'enseigner, parce que ça c'est pas un enseignement, mais qu'on veut essayer de transmettre et puis de faire sentir à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Et puis c'est jamais fini. C'est ça qui est génial. En effet, on aimerait vouloir simplifier pour que ce soit plus pratique, plus facile à comprendre, mais il ne faut pas, justement. Il faut garder, pas dire qu'il faut garder ça complexe, mais toute la beauté réside dans ces choses qu'on ne cesse de découvrir, en effet. J'ai peut-être une dernière question. Et je pense que tout le monde aura remarqué à la maison les différences entre les bouchons de liège entre le vin blanc et les rouges. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Alors, c'était justement par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'oxydation des blancs. On a vu que on a fait plein d'essais, nous et tant d'autres. Sur des années et des années, on a pris des bouchons 100% liège d'une qualité moyenne, 100% liège d'une qualité à 2 € le bouchon. On a pris des bouchons en verre, on a essayé des capsules à vis, on a essayé tout ce qui était possible. Et on s'est aperçu que le meilleur était le liège 100% naturel. C'était le meilleur. Et lequel était le pire? C'était le même bouchon. Parce qu'il y avait des variabilités sur les vins blancs énormes. Et on a vu, et ça a été notre choix, et on est de plus en plus à le faire à travers le monde, et surtout en Bourgogne pour les blancs. Il y a plein de grands domaines de la côte de Beaune blanc qui maintenant prennent ce bouchon. Je ne vais pas faire de pub à ce bouchon, il a un nom, ça s'appelle le Diam, et c'est un bouchon qu'on estime, nous, génial. Le vin blanc est plus fragile que le rouge, et on n'a pas trouvé la nécessité de mettre ce même type de bouchon sur les rouges, parce que le rouge évolue plus lentement, parce qu'il est moins sensible à l'oxydation. Il faut qu'il ait une respiration entre l'air et le vin, à travers ce bouchon. Donc voilà, le bouchon qu'on dit, ce Diam, là, il est peut-être un peu trop hermétique pour un vin rouge. Donc voilà pourquoi il y a 2 types de bouchons différents. C'est pas une histoire de prix ou quoi que ce soit, parce que dans les 2 cas, ça coûte beaucoup trop cher, entre guillemets. Non, pour préserver ces grands vins-là, il faut des grands et des beaux bouchons. Donc n'ayez aucune inquiétude pour ceux qui sont peut-être surpris par l'apparence, mais vous en verrez de plus en plus. Il y a même des grands châteaux bordelais qui font des blancs, qui font ça. Il y a des grands vins de Californie, un petit peu partout. Bien, merci pour cette réponse. C'est très, très intéressant. J'y vais d'un dernier, pas commentaire, mais c'est pas non plus une question, et je suis certaine que ça s'adresse à vous et non pas à moi, parce que c'est Annie et Daniel qui nous écrivent « On s'ennuie de toi ». Je suis certaine que ça ne m'est pas destiné personnellement, c'est à vous. Alors, je vous passe le mot. Je les serre dans mes bras très, très fort. Donc, vous les reconnaissez. Oh que oui. Enfin, je sers plus Annie que son mari. Voilà. Excellent. Bien, merci beaucoup pour tout ça. Julie, on doit revenir à la régie. Oui, parfait. Et avant de passer à la prochaine dégustation, j'aimerais vous entendre sur les hospices de Beaune. On sait que la maison Albert Bichot est très généreuse et soutient plusieurs causes dans différents milieux, dont les hospices de Beaune où vous êtes né. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est puis quelle est votre contribution au fil des ans? C'est toujours délicat de parler d'œuvres caritatives parce que normalement, quand on fait la charité, on dit rien. Donc je vais quand même vous répondre. Non, les hospices de Beaune, c'est un truc incroyable. C'est un hôpital vigneron. Ça remonte, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais ça remonte à 1443, donc il y a quasiment 600 ans. Wow. Il y a un type assez incroyable qui s'appelait Nicolas Rollin et sa femme Guigonne de Salins. Je pense qu'ils avaient fait plein de péchés, bref, ils voulaient gagner leur paradis. Ils étaient très riches, ils ont dû voler pas mal de gens. En tout cas, avec la fortune qu'ils avaient créée, avec les ducs de Bourgogne, tout ça, ils se sont dit,
on va créer un hôpital pour les malades, pour les pauvres malades. C'était le début de la sécurité sociale en France, c'est-à-dire c'était gratuit, un hôpital gratuit. Et puis ça a continué, ça a grandi. Et au cours des siècles, il y a des généreux donateurs, des bienfaiteurs, qui eux aussi avaient plein de choses à se reprocher sûrement, et qui ont fait des dons à cet hôpital. Alors c'était des forêts, des prés, des terres agricoles. Et puis il y a eu, ça a commencé il y a un peu plus de 200 ans, des gens qui ont donné des vignes. Et l'hôpital se retrouve aujourd'hui avec un domaine fabuleux de 60 hectares, que sur des vins magnifiques, des Pommards, des Meursault, des Beaunes, des vins de la Côte de Nuit, des Mazy-Chambertin, et j'en passe. Mais le rôle de l'hôpital, c'est pas de faire des vins, de les vendre, les commercialiser, etc. Donc, depuis à peu près 160 ans, ils ont décidé de vendre la production de l'année. Donc, on récolte les vins en septembre à peu près. Et le 3e dimanche de novembre, traditionnellement, ils vendent leurs vins aux enchères, en tonneaux. Donc, c'est des vins tout jeunes, tout friands, tout... Et c'est des gens comme nous qui achetons ces tonneaux, ces pièces, ça s'appelle. On va élever les vins, on va essayer de révéler ce que la terre a voulu dire, et ce que la vinificatrice, c'est une femme qui s'en occupe aujourd'hui, qui le fait d'ailleurs très très bien. Voilà, on vend ça aux enchères, et nous, on a commencé à acheter en 1886 ou 1887, mais j'avoue que depuis un petit peu plus de 20 ans, on a voulu pousser un petit peu c'est pas notre générosité, mais notre envie de faire perdurer cet hôpital, parce que tout l'argent va à l'hôpital. Donc ça permet de financer l'école d'infirmières de Beaune, ça permet de racheter un scanner, enfin, bref, de faire plein de choses. Et puis, au-delà de tout ça, de délivrer un message fantastique sur le vin, parce que le vin, c'est pas que le vin, c'est plein d'autres choses. Quand je vous parlais tout à l'heure de partage, de générosité, de ce vin qui relie les humains entre eux, alors qu'à la base, ils doivent pas se rencontrer. Et ben voilà, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait ce soir. Enfin bref, ce message qu'on veut faire passer à travers les hospices de Beaune, enfin notre implication, on est devenu l'acteur majeur, j'aime pas dire le plus gros acheteur, même si c'est ça, mais voilà, ça fait partie maintenant de notre ADN, de notre passion, et puis de faire rayonner, c'est un autre moyen de faire rayonner la Bourgogne sur les tables du monde entier. C'est un moment, ça dure un week-end, alors on invite nos amis, nos clients de partout. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, pour ceux qui s'en souviendraient pas, qu'en 2014, ce sont des Québécois, un groupe de 6 Québécois, qui ont acheté, durant cette vente, la pièce la plus fabuleuse, le tonneau le plus fabuleux, qu'on appelle la pièce des présidents. Et tout l'argent récolté pour cette pièce va à des associations caritatives en dehors de l'hôpital. Et là, en 2014, ça avait été fantastique. Le Canada, pas le Canada, le Québec s'est manifesté, c'était merveilleux. On a vécu un dimanche après-midi fabuleux, on a fêté tout ça, et puis quand on se revoit avec les 6 amis, là, on continue de fêter ça. C'était un corton Bressand, un corton Grand Cru merveilleux. Et voilà, bon, bref, les hospices, je peux vous en parler pendant des heures. Mais c'est vraiment très intéressant, et félicitations pour votre engagement à cette cause-là. C'est magnifique de voir tout votre investissement, et l'hôpital est vraiment magnifique. On a des photos, c'est de toute beauté, donc bravo, bravo. Et merci pour ces informations au sujet des hospices de Beaune. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre... Oui. Julie, oui. C'est pas complètement innocent non plus. Parce que, bon, moi, il se trouve à ma génération, dans les années 60, 70, la maternité, elle était aux hospices de Beaune. L'image qu'on a vue, c'était ça. Mais aussi, on se dit que si on doit finir notre vie aux hospices de Beaune, il vaut mieux bien préparer la chambre et la robinetterie. Vous voyez, bon. C'est très intelligent comme réflexion, effectivement. Puis vous savez qu'il va y avoir du bon vin pas très loin. Fait que c'est rassurant. Vous allez avoir tout à la même place, puis tout va être parfait. Si vous le voulez bien, on va prendre maintenant quelques instants pour visionner une vidéo et on se retrouve tout de suite après.
Notre travail en tant que viticulteur, c'est de respecter et de tout faire pour que la plante soit en harmonie avec son terroir, de manière à ce que les fruits qu'elle va nous donner soient l'expression du terroir. On va l'aider à se défendre, mais on ne va pas l'assister. On est ici sur un terroir de Côte-de-Beaune. Nous pratiquons la viticulture biologique parce qu'on pense que c'est quelque chose qui aide la plante à s'harmoniser avec son climat. Ce terroir de Côte-de-Beaune, il y a une grande diversité de terroirs, plus ou moins de calcaire, plus ou moins d'argile, parfois des sables, des terres qui se prêtent plus à des grands blancs ou d'autres plus à des grands rouges. Voilà, on a un grand choix, mais c'est l'expérience qui fait que l'on va faire du blanc ou du rouge. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que le fruit soit le résultat de l'équilibre entre la plante et son terroir. Pour la vinification, les grappes sont vendangées à la main, triées, puis éraflées. On retire la charpente, sauf si cette charpente nous paraît très mûre. Ça, c'est l'expérience qui va le faire. Ensuite, on va mettre les raisins dans la cuve sans jamais les écraser, sans jamais les fouler. Et puis, la fermentation va durer 3 semaines. Durant ces 3 semaines, on va piger, enfoncer le chapeau de marc dans le jus, de manière à extraire les tanins. Ces tanins doivent être fins, élégants, mais pas rustiques. Et ça, c'est l'expérience qui va le faire. Pareil, avec le pressurage, on va contrôler sous le pressoir pour ne pas avoir des tanins rustiques, mais que des tanins fins. Cette phase est très importante, et ça, c'est l'expérience qui fait ça. Alors, nous voici maintenant rendus à la dégustation du 3e et dernier vin, soit le Albert Bichot, domaine Adélie, Mercuret, premier cru, Champ-Martin 2018. Albéric, vous pouvez nous parler de ce domaine et du vin? Oui, alors ça s'appelle le domaine Adélie. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a le Mercuret, ça fait partie de la région qu'on appelle la côte chalonnaise, alors qui n'était pas forcément très connue ou très réputée à l'époque. Enfin, quand je dis à l'époque, il y a 30 ou 40 ans, même si les vins étaient déjà bons. Mais j'avais senti, et mon père me l'avait dit aussi, tiens, un jour, il faut que tu ailles voir un peu ce qui se passe du côté de la côte chalonnaise. Alors, la côte chalonnaise, c'est des villages dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appellent Givry, qui s'appelle Rully. Alors là, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des premiers crus. Et puis, il y a le plus grand village, c'est Mercuret. Et pendant des années, on achetait des raisins à un domaine, un gars là qui s'appelait Antoine, et puis qui n'avait pas de successeur. Et puis, bref, on s'entendait super bien. Et en 2003, il a décidé de vendre ses vignes. Et ma foi, comme on se connaissait bien, qu'on avait des relations, voilà, on a décidé d'acheter son domaine. C'est un petit domaine qui fait maintenant c'est un petit peu plus de 6 hectares, où on a du Mercuret blanc. Ah, d'ailleurs, je tiens à préciser, oui, on dit bien Mercuret. Et là, Julie, je vous félicite, parce que souvent on dit Mercury ou des choses comme ça, et c'est bien Mercuret. Bravo, bravo, bravo. Merci. Vous avez été mon professeur, j'ai été l'élève. Je suis très contente si j'ai bien réussi. Ben oui, mais l'élève dépasse le maître, c'est ça que j'aime. C'est très bien. Donc voilà, mais Mercuret, il y a plein de terroirs différents, c'est assez vaste. Il y a des coteaux exposés au nord, au sud, au sud-est. Enfin, il y a des altitudes différentes. Et ce Mercuret premier cru Champ-Martin, il n'y a pas de grand cru à Mercuret. Hein. Il y a Mercuret village et puis quelques premiers crus, dont ce Champ-Martin, qui est un des premiers crus les plus en altitude. Alors, quand on dit altitude en Bourgogne, ça peut vous faire rigoler, mais on est à 200, 250 mètres, 280 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Mais on voit que parfois 50 ou 100 mètres d'altitude différente,
de différence, ça change vraiment les vins, parce qu'on a plus de fraîcheur, l'influence des vents est pas pareille. Quand il pleut et que c'est un peu en coteau comme c'est le cas, ça va raviner différemment, ça va s'écouler différemment. Et puis dès qu'il y a une petite colline, bah, ça veut dire que le sous-sol est différent, il va être drainant différemment. Enfin bref, tout ça pour dire que ce Champ-Martin, c'est plus un premier cru d'altitude, donc il va lui donner des caractères beaucoup plus fins, plus délicats. On dit un peu plus aériens, ça ne veut pas dire que ce sont des vins fluets ou fins, mais qui vont être beaucoup plus agréables, beaucoup moins puissants que des vins de fond de vallée. Oui, j'allais vous dire pourquoi il s'appelle Adélie, c'est qu'en 2003, je vais vous parler de ma vie, hein, mais bon, c'était une grande année pour moi parce que c'était la naissance de ma première fille, qu'on avait prénommée Adélie. Et puis quand on a cherché à donner un nom à ce nouveau domaine, parce qu'on ne pouvait pas l'appeler domaine Antoine Dugenoux, parce que ce n'était pas possible, vu qu'Antoine n'était plus là. Et puis j'ai un de mes proches collaborateurs qui m'a dit « Mais cherche pas, si tu veux continuer l'histoire familiale, donne le prénom de ta fille. » Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc Adélie, ce domaine Adélie, pour moi, revêt beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que ce vin, c'est un vin pour les amoureux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, plus sérieusement, déjà vous avez vu la couleur, on dit c'est un rouge rubis, c'est assez profond. Bon, il ne faut pas chercher la couleur d'une Syrah ou d'un Cabernet, c'est pas le sujet. Mais on voit déjà qu'il a une belle densité. Il y a une fraîcheur, il y a un fruit assez incroyable. Voilà, c'est frais, c'est fin, c'est parfumé. Alors, contrairement au pommard où il y avait peut-être plus des fruits rouges, là, moi, je suis plus, ce soir en tout cas, sur des petits fruits noirs. Vous voyez, c'est plus de la myrtille, de la mûre, un petit peu de cassis. Et puis, ça, j'aime ça, on le retrouve parfois un peu dans la Syrah, c'est la violette. La violette, un petit peu de réglisse. Et en bouche, vous sentez, c'est charnu. Charnu, ça veut dire qu'il y a de la chair. Vous voyez, ça je ne vais pas dire ça se mâche, mais un petit peu. Tout en étant assez velouté, assez soyeux. Et puis, j'ai même là des petits relents aussi de goût de fraises mûres, de fraises un petit peu écrasées, une petite touche de vanille. Vous voyez, la vanille Bourbon, qui est pas trop puissante, mais un petit goût de vanille. Alors, ça vient du terroir, mais probablement aussi un petit peu de l'élevage en fût. On fait un élevage en fût très, très léger. On ne prend pas de fût neuf sur des vins comme ça, parce qu'il n'y a que les grands crus qui peuvent supporter du fût neuf à haute dose. Mais voilà, dans notre philosophie, philosophie avec un petit F, comme on dit, ou un petit P, on utilise le bois chez nous, le chêne, pour qu'il ne se sente pas. Le but, c'est pas d'aller pommader les vins, qu'ils soient rouges ou blancs, mais le fût est là pour aider le vin à s'exprimer, pour l'accompagner dans sa complexité, pour lui faire révéler des choses qu'on ne sentirait pas sans cet élevage en fût. L'élevage en fût, c'est vraiment l'interaction entre l'air de la cave et puis le vin et le liquide. Il faut un fût qui soit poreux, mais pas trop. C'est comme une micro-oxygénation, comme disent certains spécialistes. Enfin bref, pardon, je m'égare un petit peu, mais voilà, je trouve qu'il a une finale très aromatique. C'est de plus en plus, on parle de la buvabilité des vins. Alors quand j'ai entendu ce terme, c'était d'ailleurs un Américain qui me parlait de drinkability. Alors là, j'ai pas compris. Et moi, j'ai ma propre définition sur la buvabilité, c'est que vous prenez un verre et vous avez envie de boire le deuxième, voire le troisième. Et c'est ça pour moi aussi un grand vin. Vous allez prendre un vin, je cite personne, mais que vous allez trouver excellent, mais bon, oh là là, c'est lourd, c'est trop épais, c'est très bon, mais bon, je bois ça, mais j'arrête. Nous, ce qu'on veut en Bourgogne, c'est que la vraie buvabilité, c'est voilà, je dis pas qu'il faut finir la bouteille, mais pas loin, quoi.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite phrase que j'aime bien, qui est assez courante chez nous, chez les amis bourguignons. On nous pose parfois la question, quel est le format de bouteille idéal? Est-ce que c'est la demi-bouteille, la bouteille normale? Alors, on dit souvent, pour nous, c'est le magnum. Hein. Le magnum, c'est ce qu'il y a de mieux, surtout si on est deux et que l'autre ne boit pas. Voilà. J'adore ça. Si ça vous parle, moi, ça me parle. En tout cas, moi, je suis très honnête, j'aime beaucoup cette phrase-là. Je vais la retenir, je vais l'enregistrer. C'est vraiment amusant comme concept. Je crois que nous avons d'autres questions. À la régie, on me fait signe que oui. Oui, absolument. Rebonsoir. D'abord, merci pour l'histoire derrière le nom du domaine Adélie. Non seulement parce que c'est joli, mais aussi ça vient répondre à la question d'une personne qui demandait si votre fille se prénommait Albertine. Eh bien, sinon, une question un peu plus sérieuse sur les conditions climatiques. J'ai joint cette question à ce segment, même si on est rendu en côte chalonnaise, mais on dit, les conditions climatiques de la Côte-de-Beaune s'améliorent depuis le début des années 2000. Moi, je vois un parallèle peut-être avec le réchauffement climatique et on aimerait savoir, à quel point vous sentez qu'il y a un impact et si oui, comment vous envisagez l'avenir? Oui, alors c'est un vaste débat. Alors si on essaye d'être assez factuel, assez empirique, chaque année on fait des analyses, on regarde, on consigne les dates de vendange, les teneurs en sucre, pas mal de choses. En tout cas, on a constaté une chose, c'est qu'en l'espace de 20 ans, on vendange 11 jours plus tôt que les 20 années précédentes. Donc ça veut bien dire que le changement climatique, c'est pas une blague, il se passe des choses. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu qu'il n'y a pas plus d'accidents climatiques que dans les 100 dernières années, mais on constate que l'intensité des orages de grêle, l'intensité du gel de printemps, des orages, de tous ces phénomènes climatiques ont été super renforcés. Et ça, quelque part, ça fait peur, mais on essaye aussi de réagir. On ne peut rien faire à notre niveau, bien sûr, mais on doit s'adapter à ces changements climatiques. On doit s'adapter à avoir s'il faut aller vendanger la vigne fin août, ce qui n'existait pas il y a 50 ans, faut être là, il faut être prêt. Et puis, adapter la vinification aussi à des raisins assez chargés en sucre, même si la maturité des pépins, des peaux, de la grappe, de la rafle n'est pas toujours là. Voilà, il va falloir, on s'adapte, mais c'est fantastique, c'est passionnant, parce que chaque année, c'est une remise en question, on recommence, on fait des essais, on est très empirique. Et ceci dit, j'en parlais il y a encore pas très longtemps avec mon père qui est en pleine forme. Il est âgé, mais il a une mémoire incroyable. Et il me disait, mais t'imagines pas la chance que tu as de faire des vins aujourd'hui. Parce qu'il me rappelait les années 50, les années 60, où on vendangeait début octobre, parfois la mi-octobre. La maturité n'était pas là parce qu'il avait fait mauvais tout le temps. Il dit, mais là, t'as des raisins à 12,5, 13 degrés naturels. C'est soyeux, c'est tout rond, mais vas-y, quoi. Donc, quelque part, je ne dis pas qu'il faut favoriser les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas ça. Mais pour nous, dans notre latitude assez septentrionale, d'avoir plus de beau temps, en général, d'un peu plus de chaleur, ça permet notamment au pinot noir de mûrir un petit peu mieux. Et ça, c'est dans toutes ces mauvaises nouvelles, c'est une bonne nouvelle, au moins pour le pinot en Bourgogne. Donc, c'est pas tant, oui, la chaleur, elle est bienvenue, elle est salvatrice, mais il reste que vous devez quand même faire affaire à des amplitudes climatiques et des fois où là, ça peut être un peu plus sportif là, pour faire... Oui, absolument. Par exemple, il y a encore 15-20 ans, c'était très fréquent d'enlever des feuilles. On effeuille pendant le mois d'août pour que l'air circule, pour plein de choses. Et aujourd'hui, on effeuille quasiment plus, parce que c'est les feuilles qui vont faire de l'ombre et qui vont préserver le raisin par rapport aux rayons du soleil qui peuvent être encore plus forts. Donc ça c'est des adaptations. Quand on replante des vignes, selon l'inclinaison ou la position du coteau par rapport au soleil, on va peut-être planter un petit peu différemment.
on va labourer différemment. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'on va s'adapter pour faire des vins toujours aussi bons ou toujours meilleurs, quoi. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Le temps file malheureusement, mais je tiens absolument à vous mentionner que depuis le début des activités virtuelles que l'on fait, l'équipe ici, j'ai jamais vu défiler autant de messages de gens qui vous adorent, qui vous saluent, écoutez, j'ai des bonhommes avec des cœurs dans les yeux, ça ne dérougit pas. Le téléphone vibre, mais je tenais quand même, on ne pourra pas toutes les mentionner, mais je tenais quand même à vous le partager. Et sinon, ça me fait vibrer. Je vibre aussi avec vous. Ah, tant mieux. C'est génial. C'est très touchant, merci. Julie, je te redonne la parole. Alors, n'ayez nul doute, cher Albéric, qu'on vous aime beaucoup ici au Québec. Le cellulaire que Julie a entre les mains en est la preuve. Vraiment, il faut changer les batteries parce que ça sonne beaucoup, beaucoup du côté de Julie. Si vous le voulez bien, Albéric, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Il y a certains participants qui se sont procurés les produits suivants, tous du domaine du pavillon et tous du millésime 2018. J'ai nommé Meursault Premier Cru Les Charmes, le Beaune Premier Cru Clos des Mouches et le Alos Corton Premier Cru Clos des Maréchaudes. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de chacun d'eux? Bon, déjà, ceux qui se sont procurés ces bouteilles, je leur dis bravo parce qu'ils ont fait des très bons choix. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'en ai plus ici, d'ailleurs. Enfin, bref, toujours est-il que non, le Meursault Premier Cru Les Charmes du domaine du pavillon, c'est un super Meursault. C'est le Meursault qu'on a goûté tout à l'heure, version plus. Parce que là, en termes de... je parle toujours du caractère ciselé, précis, minéral. Bon, c'est un peu minéral, on peut mettre plein de choses derrière, mais sur cette longueur en bouche, sur la minéralité qui vous fait saliver, avec un petit goût un peu iodé parfois, même un petit peu salin. Et là, ce Meursault Charme, c'est une des expressions les plus parfaites pour moi de Meursault. Il y a d'autres premiers crus qui sont fantastiques, les Genévrières, les Perrières, et les Charmes en font partie. Alors, histoire de compliquer un petit peu l'histoire de Meursault ou des Charmes, ou de la Bourgogne en général, c'est que cette parcelle de Meursault Premier Cru Les Charmes, on distingue les Meursault Charmes des dessous et les Meursault Charmes des dessus. Alors, suivant que vous êtes plutôt en haut du coteau ou plus en bas, on ne va pas avoir tout à fait le même vin. Et pour ceux qui aiment des vins plus charnus, plus puissants, il vaut mieux être dans les dessous des Charmes. Et pour ceux qui vont chercher plus le côté pierreux, pierreux, il vaut mieux être dans les dessus. Et nous, on a les 2/3 de la parcelle, c'est-à-dire un peu moins d'1 hectare, sont dans les dessus et 1/3 en dessous. Donc on va allier et la minéralité et ce côté un petit peu plus puissant. Après, vous parlez du Beaune Premier Cru, le Clos des Mouches. Ça, c'est une petite pépite. Pour nous, c'est un de nos vins iconiques. Parce qu'à Beaune, sur l'appellation Beaune, dans le village de Beaune, on produit, enfin les Bourguignons, pas que nous, c'est essentiellement des terroirs à rouge. Et puis, il y a quelques parcelles qui sont plantées en blanc. Et la plus belle et la plus grande parcelle, c'est le Clos des Mouches, qui est, je crois, maintenant 1/3, mettons moitié blanc, moitié rouge. Et nous, on a un petit bout dans les blancs. C'est 0,7 hectares, c'est-à-dire que ça fait à peu près 3000 bouteilles par an. Et on est là encore plutôt dans le tiers supérieur du coteau. Donc, on a un blanc qui est très aérien, très fin. Autant dans le bas du Clos des Mouches, c'est un petit peu plus lourd, plus profond, mais là où on est, il y a une espèce de fracture calcaire qui est là, et il y a très peu de terre, à 40-50 cm dessous, il y a cette fameuse roche-mère calcaire qui est là, et ça donne notre Clos des Mouches, en tout cas, est très, très précis, très, très fin, très, très salivant. Voilà, il est plus sur la finesse que la puissance, mais avec une capacité de vieillissement fantastique. Après, vous avez parlé de l'Alos Corton Premier Cru Clos des Maréchaudes. Et Julie, je vous félicite encore parce que vous avez bien dit Alos. Alors certes, c'est un X, c'est le OC du reste. En fait, ça s'écrit avec un X. Donc bravo Julie, c'est bien Alos Corton, comme s'il y avait 2 S. Bref, c'est le Clos des Maréchaudes dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a à la fois le Grand Cru et le Premier Cru.
Et là, je ne veux pas redire ce que je vous ai dit, mais c'est un des tout plus grands premiers crus de la Côte de Beaune, en tout cas. Bien, merci beaucoup. Merci pour ce complément d'information et félicitations aux gens à la maison qui ont réussi à mettre la main sur soit ces 3 produits-là ou un ou deux ou des 3 produits. Et Albéric, on a le temps, on s'est parlé un tout petit peu avant que l'événement débute. On sait que vous avez un attachement profond pour le Québec. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes venu ici une trentaine de fois. Nous, on vous aime d'un amour profond et sincère. Et vous me racontiez que vous avez des souvenirs de rattacher, bien évidemment, à vos voyages ici. Et derrière vous, on voit qu'il y a une pagaie actuellement. Vous m'en parliez un tout petit peu tout à l'heure. J'aimerais ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels souvenirs vous avez de rattacher à cet objet? Oui, alors c'est gentil de m'en parler. Parce que c'est pour moi, ça représente beaucoup, beaucoup de choses. Et je l'ai toujours eu avec moi dans mon bureau. Si elle n'est pas dans mon bureau, elle est à la cuverie. Et ça me rappelle, voilà, quand j'avais 18 ans avec 3 copains, 3 autres copains, on était partis jusqu'à Sept-Îles. Et puis de Sept-Îles, on avait pris le train pour Shefferville. Et de Shefferville, où on avait passé pas mal de temps chez les Nascapi et chez les Montagnais, on avait décidé de rallier en canot de Shefferville jusqu'à Port-Nouveau-Québec, enfin Conjicsu-Alutjuac exactement, dans la baie d'Ungava. Et voilà, on était censé partir pour 2 mois et demi de pagaie, mais il faut se remettre voilà, à l'époque, c'était 1983, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien de tout ça. Et ça a été une aventure incroyable qui s'est plus ou moins mal finie parce qu'on n'est pas du tout arrivé jusqu'à la baie d'Ungava. On a cassé... On a frappé, bref, on avait 2 canots, on a perdu un canot. Enfin bon, c'était une histoire pas croyable. Mais 4 ans plus tard, avec d'autres gars, on a remonté une expédition. Et là, pour faire la même chose. Et là, on y est arrivé. Et c'est plein de souvenirs. Et quand, voilà, on a des galères, des problèmes, et que je me souviens combien c'était dur de pagayer ou de ramer, enfin de pagayer, je regarde ma pagaie là, et je me dis, souviens-toi. Comment tu pleurais ta mère là, sous l'orage ou quand il fallait faire les portages. Il faisait froid, le vent. Mon Dieu, les mouches, les thons à chevreuil, tout ça. Et ça, voilà, ça fait partie de mes... Comment j'appelle ça c'est à la fois un porte-bonheur, un gris-gris, une amulette. Et puis j'en ai un autre que j'ai toujours avec moi puisque c'est mes clés de voiture. Oh, les Canadiens. Pour vrai? Et ça, je l'ai toujours. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. C'est mon ami, c'est François Lebrasseur qui m'avait offert ça. Et on était allé voir, c'était les Montréal contre les Highlanders de je ne sais plus où. Enfin bref, et on les avait... New York. Les New York, c'est ça. On les avait ratissés. Ils étaient ridicules. Et François, il m'avait dit, tiens, ça, c'est pour toi, tu t'en souviendras. Et dès que je prends ma voiture, voilà, je l'ai. Donc, je vis avec du Québec dans ma poche tout le temps. Ah, je suis vraiment impressionnée. Le Québec est dans votre maison. C'est vraiment beau à entendre. C'est très touchant. Et un canot. C'était ça. Alors, ça c'est pas le vrai. Mais j'ai trouvé une maquette de ces canots. C'était des canots en toile. Enfin, bref. Et bon, celui-là, il n'est pas cassé. Mais le mien, il avait frappé la roche. Il était fichu. Enfin, bref. Tout ça pour dire que... voilà, tous ces endroits, toutes ces rencontres. Puis après, je suis allé en Gaspésie, Anticosti. Bon, bref, plein d'histoires qui font que... Je ne vais pas dire que c'est même pas que moi, parce que mon père et mon grand-père, mon père allait à Montréal tous les ans. On travaille avec la SAQ depuis 1926. Donc, on a... voilà, tout ça, c'est des confidences, mais voilà, on a un lien. On parle même pas de nos cousins québécois, ça veut rien dire. On parle de nos frères, de nos sœurs. C'est la famille, exactement. Exactement. C'est la famille, et d'ailleurs, vraiment. Oui. Et je voulais juste, je ne sais pas si j'ai le droit, mais quand je parle de mon ami François Lebrasseur,
c'est parce que c'est un homme fantastique que j'ai rencontré. Il se trouve que maintenant, c'est notre agent depuis un paquet d'années, mais il fait des choses formidables. Il a eu un service génial. Et si vous voulez venir un jour en Bourgogne, si vous voulez, je ne sais pas, j'ai préparé ça, vous voyez, des formats un peu spéciaux qu'on ne trouve pas forcément en produits réguliers à l'SAQ. Voilà, François Le Brasseur, il fera ça très bien. Je vais vous donner son portable. Non, peut-être pas. Non, je ne donne pas son portable, mais si vous allez sur elixir.ca, voilà, allez-y de ma part. Et voilà. Et sans faute. Et d'ailleurs, François participe ce soir dans le fond, à la dégustation virtuelle et il vous salue en direct du Québec. Donc, il est là, il est avec nous, c'est un des participants. Donc, c'est un de vos fans, disons-le, François est un de vos fans. Alors, François, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir donné ton nom. Voilà, excuse-moi. Je ne penserais pas, non. François est bon joueur, j'ai aucun doute là-dessus. Un élixir de jouvence, ce François. Voilà. Et Monsieur Albéric, merci infiniment. On est déjà rendu à la conclusion de l'événement. Ça a passé en tout cas, pour nous ici, ça a passé à la vitesse de l'éclair. Je suis convaincue qu'à la maison, c'est exactement la même chose. Et je tiens personnellement, au nom de tous les participants, à vous remercier sincèrement pour votre précieuse collaboration. Vous êtes un passionné, vous êtes généreux et cette dégustation-là a permis à nos gens à la maison de vivre un moment unique et inoubliable en votre compagnie. Pour nous, ça a vraiment été un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Aux participants à la maison, merci. Et avant de laisser la parole à Albéric, pour ma part, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne fin de dégustation. Et Albéric, je vous laisse le mot de la fin. Bah, c'est vraiment très gentil. Moi, je peux vous le dire maintenant. Non, je vous l'avais dit en introduction, j'étais un peu stressé et tout parce que j'aime bien quand les choses se passent bien. Et en plus, avec le lien que vous avez compris que j'ai avec certains d'entre vous, et puis voilà, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma cave, partout, voilà. Moi, j'ai passé un super moment. Je me suis un peu confessé. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé sur des détails. En tout cas, voilà. Non, ce que je veux vous dire, merci d'avoir été là, d'avoir pris le temps de partager ce bon moment tous ensemble. Vous redire que moi, ça me gêne toujours quand c'est Monsieur Bichot. Mais moi, dans tout ça, je fais pas grand-chose. On est des chefs d'orchestre, mais vous l'avez signalé, la Julie, c'est quand même un travail d'équipe. Tout ce qu'on fait, c'est un bout de la chaîne qui se met avec un autre. Et s'il y a un maillon qui marche pas, c'est tout qui marche pas. Donc là, je veux rendre honneur à toutes les équipes, qu'ils soient des cavistes, qu'ils soient des administratifs, qu'ils soient des commerciaux, qu'ils soient dans la vigne, enfin partout. Voilà, ça fait partie de ma passion et puis de la passion du vin, voilà, du partage. Un grand merci aussi. Là, je passe un peu de pommade, mais c'est pas politique. Merci à vous tous, à l'équipe de la SAQ d'avoir organisé ça, parce qu'en cette période de Covid où on se voit pas, etc., d'organiser un truc comme ça, sans la Covid, on n'aurait jamais fait un truc comme ça, je crois pas. Et ça, c'est merveilleux. Et quand j'ai appris en plus que normalement la Polée de Montréal revient l'année prochaine, là, on va se venger. Je peux vous dire, on va se venger de la Covid. C'est pas des bouteilles qu'on va. Oh là, on va apporter, mais des Jéroboam. Là, ça, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Donc, je vous souhaite à tous. Merci, une bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Toute cette période, elle va se terminer forcément un jour. J'ai lu une étude. Non, je ne veux pas vous parler d'études, mais apparemment, de boire du vin avec tous les antioxydants qu'il y a dedans. Je ne dis pas que c'est l'antidote parfait à la Covid, mais apparemment, ça aide. Bon, enfin bref, prenez soin de vous. C'est tout ce que je veux vous dire. Julie, si vous me permettez, c'est pas prévu. Je ne sais pas si ça va bouleverser votre. Mais nous, en Bourgogne, quand on veut dire merci, quand on veut dire qu'on est heureux, on a envie de chanter et on a un hymne bourguignon, un chant bourguignon. Que certains peut-être d'entre vous connaissent, ça s'appelle le banc bourguignon. Alors quand on est tous ensemble, on a l'air déjà super ridicule parce que vous allez voir, c'est un peu idiot. Est-ce que Julie,
Je dois être honnête et je le connais. Je connais votre banc bourguignon. Je vous ai vu le faire à la Paulée. Si vous voulez bien, pour ceux qui veulent, on va se lever et puis on va chanter. Alors, dans mon portable, j'ai trouvé une petite sur YouTube. Là, j'ai trouvé le banc bourguignon. Et si vous voulez, on va le faire tous ensemble. Alors, je touche YouTube là. La 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 la. Hey! Merci beaucoup, Monsieur Bichot. Merci. À très bientôt. À bientôt.